Ensuite, je vais quand même, vous introduire, notre speaker, du jour, qui est Aviva. Donc, Aviva a près de 10 années d'expérience, dans le secteur, de l'innovation et du numérique. Elle a été précédemment CEO du Numa, à New York. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Numa, c'est un accélérateur de start-up international. Elle a été en contact avec des centaines d'entrepreneurs, des investisseurs, des mentors, qui étaient en majorité des hommes. Forte de ce constat, elle a créé sa société de conseil 50 for Change en 2018 pour accompagner les organisations sur les questions liées à l'égalité des genres, pour lutter contre les préjugés sexistes et permettre aux femmes de s'accomplir pleinement dans leurs ambitions professionnelles. En mars 2018, elle rejoint un programme qui s'appelle le Women Leadership et qui est dispensé à l'université de Yale pour l'aider à formaliser ses activités et se créer un réseau. Et à la sortie de ce programme, elle décide d'approfondir le sujet du leadership en étudiant la question des biais cognitifs et l'impact sur nos différents styles de leadership. C'est à ce moment-là que va naître l'atelier sur le leadership positif et les techniques d'influence que vous allez découvrir dans quelques instants. Et donc, peu après son retour en Europe, au printemps 2019, elle rejoint les équipes d'Empower en tant que COO. Et on est ravis de l'avoir parmi nous. Et elle contribue quotidiennement à la mission et elle travaille sur des sujets de stratégie globale et d'organisation. Elle continue d'intervenir sur des séminaires auprès de l'ensemble de notre communauté. Donc, voilà un petit peu pour introduire qui est Aviva. Et n'hésitez pas. Donc, je te laisse la parole et débuter cette présentation Merci et ce beaucoup. webinaire. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup pour cette introduction. Et du coup, à nouveau, bonjour à toutes et à tous qui nous avez rejoints. On est 83, donc c'est super. On va pouvoir commencer. Caroline, tu proposais qu'on mette un petit arrobas question dès qu'il y a une question. Effectivement, je trouve que ça peut être une bonne idée. Ça peut aider Julie un peu à filtrer. Et donc, moi, je vais vous faire tout de suite un partage d'écran. Donc, je vous préviens, c'est la première fois que je fais cet atelier en webinaire sans voir de visage. C'est assez étrange pour moi, mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Hop. OK. Donc, jusque-là, tout le monde voit l'écran? Ça marche. Eh bien, on peut démarrer. Donc, peut-être pour compléter un tout petit peu la présentation que Julie a faite. Donc, pour moi, le message réellement autour de cet atelier, c'est de vous montrer que l'influence est à portée de tous et de toutes. On a tous déjà fait preuve d'influence à notre échelle, de manière consciente ou pas. Et si je fais une rétrospective rapide sur ma propre expérience, j'ai fait preuve d'influence dans un contexte international et multiculturel, et notamment quand j'étais chez Numa, j'ai été en charge du développement international. Donc, j'avais pour objectif de créer des filiales dans des pays comme l'Inde, le Mexique, le Maroc, la Russie, donc des contextes aussi très différents culturellement parlant. Et donc, je devais convaincre des partenaires, qui d'ailleurs étaient 100% des hommes, de s'associer avec nous, de prendre notre nom de marque, d'exécuter nos programmes. Sauf qu'on avait très peu de ressources financières, donc en fait, très peu de cartes à mettre sur la table. Et donc, il fallait les convaincre malgré tout ça, malgré les barrières culturelles, mon jeune âge, puisque j'avais 26 ans à cette époque quand j'allais négocier seule avec eux. Dans des cultures où on n'a pas toujours l'habitude de voir des femmes décider, et puis je ne parlais pas leur langue, donc il y avait aussi cette barrière culturelle, je n'étais pas la bosse. Donc voilà, toutes ces barrières, mais malgré tout, on a réussi. On a réussi à ouvrir ces filiales et à créer ce lien de confiance avec les partenaires. Donc, je vous invite aussi à réfléchir à votre propre parcours et quels ont été ces instants, ces moments que vous pouvez mettre en lumière où vous avez fait vous-même preuve d'influence. Et donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment on peut renforcer notre approche. Et je vais vous présenter notamment quelques techniques que vous pourrez adopter au quotidien. Donc déjà, pour démarrer, ça me paraît assez important de faire tomber quelques stéréotypes qu'on a sur la question de l'influence. Ces dernières années, notre relation à l'influence a radicalement changé. Traditionnellement, le succès, c'était défini par le pouvoir. Et donc, les gens qui avaient ce pouvoir allaient l'obtenir de différentes manières, donc via l'autorité, le contrôle ou même parfois la violence. Mais dans le monde connecté d'aujourd'hui, les règles changent et le pouvoir a ses limites. Les gens qui utilisent leur position de pouvoir pour contrôler ou intimider
vont être bien souvent mis en la lumière du jour et punis. Donc, on regarde par exemple le milieu du cinéma et du divertissement, on a beaucoup d'exemples qui ont eu lieu ces dernières années. Le pouvoir, autre chose, c'est que c'est souvent de courte durée, c'est éphémère. Et c'est pourquoi, pour beaucoup, la recherche du pouvoir a été remplacée par la recherche d'influence. Et donc l'influence est vraiment devenue véritablement notre nouvelle mesure de succès. Et alors, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, mais quelle est la différence entre influence et manipulation? Très important. Contrairement au pouvoir, l'influence ne peut pas être exercée avec des menaces ou justement en manipulant. La manipulation, ça consiste vraiment à manœuvrer de manière indirecte et souvent de manière assez déloyale et à sens unique afin d'arriver à ses fins. L'influence, à l'inverse, c'est une démarche sincère et constructive qui doit pouvoir servir aux deux parties. Et donc, attention, l'idée n'est pas d'absolument avoir des gens qui soient d'accord avec vous. Ce ne sera pas nécessairement tout le temps le cas. Votre objectif, c'est qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous accompagnent, mais vous n'allez pas pouvoir forcer les gens à changer systématiquement d'avis. Extrêmement aussi important, ce n'est absolument pas limité à une élite. Donc, quelle que soit votre famille, votre école, votre entreprise, quel que soit votre âge, que vous soyez manager ou un tout nouvel employé, ce n'est pas réservé à une minorité de personnes. Et je pense qu'un très bon exemple pour illustrer ce point, c'est Greta Thunberg. Son exemple est assez éloquent. Souvenez-vous, elle a démarré, donc c'est une adolescente suédoise qui a seulement 15 ans, a commencé par un concours d'écriture et ensuite elle a démarré une grève toute seule. Et finalement, quelques mois plus tard, et quand on regarde juste septembre 2019, elle a été suivie par plus de 4 millions de personnes à travers le monde. Donc voilà, cette fille ne venait pas, était très jeune, ne venait pas d'une famille particulière et n'avait pas eu cette exposition au démarrage. Et pourtant, aujourd'hui, elle est cette militante que tout le monde connaît. Et là-dessus, vous pourrez vous dire, OK, donc en fait, il faut absolument que je sois un as des réseaux sociaux. Mais non, parce que dans sa forme la plus élémentaire, l'influence est la capacité d'avoir un effet sur une personne et un résultat. Donc, ce qui signifie que la plupart du temps, ça se passe dans notre vie quotidienne, dans nos familles, dans nos communautés, nos entreprises. En fait, vous n'avez pas besoin d'une présence en ligne. Ce qui compte, c'est à qui nous accordons notre attention et surtout à quel point ils nous font confiance. On reviendra là-dessus. Et donc, lorsque vous avez de l'influence, ça signifie généralement que vous apportez une bonne part de crédibilité à l'échange. Je vous partage cette définition de Richard Shell. Vous trouverez plein de définitions, mais je la trouvais assez juste. Je vous laisse la découvrir. Donc finalement, l'influence va se baser sur 3 facteurs essentiels. À qui vous êtes connecté, comment vous les approchez et à quel point ils vous font confiance. Sur la première question, extrêmement important, votre manière de manager votre réseau, de le développer, de le gérer. Tout ça, ça peut faire d'ailleurs partie d'un atelier en soi. Le dernier point, la question de la confiance, idem, ça va être toutes vos qualités de leader. Et donc ça, d'ailleurs, j'en fais un atelier. On pourra, si vous le souhaitez, on pourra en organiser un là-dessus. Moi, ce que je vais voir avec vous sur notre prochain 45 minutes, c'est vraiment le how, c'est l'approche, c'est les techniques. Et c'est ça qu'on va aller regarder ensemble. Et donc, juste avant de se lancer et de démarrer la présentation des techniques, j'aimerais bien qu'on s'arrête une minute sur pourquoi c'est aussi important aujourd'hui de maîtriser ses capacités d'influence et de comprendre même son propre pouvoir d'influence. Déjà, les bons leaders ne commandent pas seulement, en fait. Ils inspirent, ils persuadent, ils encouragent. N'oubliez pas que le succès ne peut pas être obtenu à travers il peut être obtenu qu'à travers et à partir des autres. Et donc ça, ce système de commander ne fonctionne plus, en tout cas de moins en moins. Et une autre raison à cela, c'est évidemment la manière dont on a vraiment redessiné notre façon de travailler. Et aujourd'hui, on est vraiment autour de culture de collaboration. Vous avez tous entendu parler évidemment de la génération Y. J'imagine qu'il y a pas mal de gens derrière leur écran qui font partie de cette génération.
d'ici 2030, c'est 75% du monde du travail qui sera fait de cette génération Y. Et donc, les hiérarchies deviennent de plus en plus plates, c'est plus collaboratif, il y a vraiment une culture de coopération. C'est ce qui devient une nouvelle norme, c'est ce qui devient courant. Et donc, par conséquent, le développement de l'efficacité personnelle et l'influence vont être des compétences absolument essentielles dans les lieux de travail aujourd'hui. Et donc ça a marché un temps et bien sûr que c'est une manière aujourd'hui d'attirer cette génération Y, mais c'est absolument pas tout et c'est pas ça qui fait rester les gens sur le long terme. Aujourd'hui, un leadership efficace va reposer plus que jamais sur le fait d'influencer les autres. Les gens ont besoin de comprendre votre vision pour vous aider à exécuter la mission. Et donc, si vous deviez retenir peut-être une seule chose de ce que c'est l'influence, en fait, c'est très simple, c'est le pouvoir d'atteindre vos objectifs, to get things done. Et c'est vraiment, ça se résume à ça. Donc, on va pouvoir enchaîner sur les premières techniques d'influence que je vais vous présenter. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, on prendra le temps à la fin de faire un Q&A. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est des techniques qui sont basées sur des études, des sciences comportementales, mais ne vous inquiétez pas, ce sera un petit peu moins inquiétant que cette image. Juste une toute petite aparté sur pourquoi ça fonctionne, en fait, pourquoi je peux vous présenter des techniques d'influence, mais qu'est-ce qui nous dit que ça va réellement fonctionner? Peut-être que ça marche sur certains individus, d'autres non. En fait, il faut se poser la question du fonctionnement de notre cerveau. Et pour ça, qui de mieux que Daniel Kahneman? Peut-être que certaines d'entre vous connaissent, c'est un lauréat qui a eu le prix Nobel d'économie en 2011. Il a publié ce livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Si le sujet des biais cognitifs vous intéresse, je vous invite réellement à découvrir ce livre extrêmement bien fait. Donc, ce qu'il nous montre, c'est qu'il fait la distinction entre deux modes de raisonnement. Vous avez le système 1. Donc, il s'agit du système cognitif qui fonctionne de manière automatique, involontaire, intuitive. Donc, c'est le lièvre. Il est rapide et demande peu d'efforts. C'est le système 1 qu'on utilise de manière générale, le plus souvent dans notre journée, parce que c'est un peu votre raisonnement par défaut et il consomme beaucoup moins d'énergie. Ça va être par exemple aussi ce système sur lequel vous allez vous reposer, qui est à l'origine de la créativité, parce que c'est grâce à lui qu'on va faire de multiples associations intuitives, et c'est ça qui est à l'origine de la créativité. Et c'est par exemple grâce à ce système-là qu'on est capable, quand un enfant approche sa main sur une plaque chaude, en sentant la chaleur, il va comprendre que c'est un danger. Grâce au système 1, vous savez reconnaître la colère sur le visage de quelqu'un. Donc, c'est vraiment ce système intuitif. Et donc, à côté de ça, on va avoir le système 2. Et donc, lui, il nécessite une certaine concentration et une certaine attention de la part de l'individu. Vous allez l'utiliser il va intervenir pour résoudre des problèmes un peu plus complexes et il a une approche qui est plutôt analytique. Donc, en fait, pour vous donner un exemple, quand vous faites vos déclarations d'impôts, c'est typiquement le système 2 que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, ce que nous montrent les expérimentations, et en fait, sans grande surprise, le système 1, c'est celui qu'on utilise à 95% de nos journées. Donc, ce qui veut dire que vos décisions, pour la plupart, vont se baser sur des éléments irrationnels. En fait, nous sommes des êtres illogiques. Et donc, c'est pour ça que sur la prise de décision, vous allez vous baser sur tout un tas de facteurs, mais qui ne seront pas nécessairement des éléments logiques par rapport à la question posée. Et c'est pour ça que les techniques d'influence peuvent entrer dans le jeu et seront efficaces. Donc, pour démarrer sur ma première technique d'influence, je l'appelle the often forgotten technique, parce que sinon, je ne vais pas spolier son nom. Et pour cette première technique, on va faire un petit jeu. Donc, j'ai ce billet de 10 € et je vais vous demander de me convaincre et de me dire pourquoi je devrais vous donner à vous ce billet de 10 € plutôt qu'aux autres personnes qui sont connectées. Billet que je pourrais vous donner à la suite du confinement.
Donc, je vous laisse peut-être 15 petites secondes pour réfléchir à votre approche. Mettez-la dans la fenêtre de chat. Julie va nous aider et va collecter certaines de ces arguments. Et ben, je les recevrai et je choisirai quelle est la personne à qui je souhaite donner ces 10 euros. Donc, Bah, explique. du coup, moi, je vais peut-être me prêter au jeu aussi, en attendant de recevoir vos suggestions. Donc, moi, je me dirais, pourquoi est-ce que tu dois me donner à moi, Julie, pourquoi est-ce que tu dois me donner à moi, Julie, ce billet de 10 euros? Bah, je te dirais, oh, bah, c'est parce que effectivement, en ce moment, tu comprends, avec la crise, les femmes ont besoin d'être d'autant plus soutenues dans leur projet entrepreneurial. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui pourrait en faire bon usage. Et donc là, voilà, moi, c'est ce que je te dirais. On voit des premiers retours. Ellie nous demande s'ils envoient vos idées ici. Oui, bien sûr. Donc, tu veux que je les lise ou tu veux les lire à viva? Alors, attends, j'en vois quelques-unes. Donc, je les placerai dans des actions à courte rentabilité. OK, donc là, tu prends ma logique financière. La question de la plus-value, donc toujours pareil, vous essayez de toucher un peu l'argument économique. Hop, alors j'aide des associations de gens de la rue. Alors, argument aussi intéressant, là tu vas plutôt toucher ma corde sociale. Si tu me donnes ces 10 euros, j'investirai pour la cause d'entrepreneuriat féminin, pareil. Je pourrais acheter quoi faire des gâteaux que l'on pourra partager. Ah, alors là, c'est la corde de la gourmandise, j'aime beaucoup. Tu ne te rappelles pas, peut-être tu me devais 10 euros. Tant pis pour les intérêts. Ok. Donc, moi, dans tout ce que je lis, merci beaucoup de participer. Il y en a qui sont très drôles. Donc, moi, j'ai envie de dire, dans ce que je vois, c'est peut-être à Clara que j'ai envie de donner ce billet de 10 euros. Donc, Clara me dit, parce que je le vaux bien. Ce qui me fait sourire. Mais en fait, je pense qu'un des points essentiels qu'on oublie quand, dans ce genre de moment, c'est de demander, de juste demander. Ça paraît extrêmement basique, mais en fait, je ne peux pas commencer cette présentation sur des techniques d'influence sans parler, pour moi, la technique zéro, qui est, avant même de réfléchir à aller plus loin, avez-vous pensé à demander? Et ce qui est étonnant, c'est que les gens sont 2 à 3 fois plus susceptibles de répondre positivement à une demande que ce que vous pensez. Et donc, en fait, souvent, on se met tout un tas de barrières parce qu'on pense que ça ne va pas fonctionner. J'ai travaillé avec des centaines d'entrepreneurs que j'ai accompagnés sur le temps d'accélérateur et qui me disaient, mais on est encore trop petit, on manque d'expérience, on n'a pas le track record nécessaire. Et donc, ils ne demandaient pas. Donc, retenez ça, avant toute chose, n'ayez jamais peur de demander. Merci d'avoir participé au jeu et je vais juste du coup ranger la fenêtre. Mais parfois, évidemment, vous me direz, on a posé la question, ça n'a pas fonctionné, c'est pas suffisant, il faut donc qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Et je suis d'accord et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et donc, regardons cette deuxième technique qu'on va étudier ensemble. Donc, pour vous la présenter, je vais vous parler de cette femme que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle Gloria Steinem. Et donc, Gloria, cette activiste américaine, elle a défendu les droits de la femme toute sa vie, c'est aussi un écrivain. De manière assez étonnante, c'était aussi une Playboy bunny à une époque, mais ce ne sera pas le sujet de cette présentation. Et Gloria Steinem a fait de nombreux voyages à travers le monde et notamment à un retour d'un voyage d'Afrique, elle nous raconte cette histoire. Elle est partie en Zambie pour rencontrer des personnes dans un village et pour parler d'un problème très sérieux là-bas qui est la vente de leurs jeunes filles comme esclaves à des riches propriétaires. Et donc évidemment, imaginez, vous êtes dans la tête de Gloria, vous êtes cette activiste depuis des années. Nécessairement, quand vous vous retrouvez face à cette situation, vous arrivez avec déjà certaines idées préconçues et en tout cas beaucoup de
beaucoup de questionnements par rapport au comportement de ses parents et de jugement. Mais ce qu'a fait Gloria, plutôt que de leur livrer sa pensée et de leur donner des idées pour arrêter ce process, elle a fait une autre chose. Elle a posé une question. Elle a posé cette magic question. Et regardons ce qu'elle leur a demandé. Elle leur a dit, what would it take? What would it take for you to keep your girls in the village? En français, on pourrait dire, que faudrait-il? Que faudrait-il pour que vous gardiez vos filles proches de vous et que vous ne les vendiez plus? Et là, la réponse qu'elle a obtenue n'était pas du tout celle à quoi elle aurait pu, ce qu'elle aurait pu imaginer. La réponse qu'elle a reçue, c'est an electric fence, donc une barrière électrique. Parce que chaque année, à la même saison, on a des éléphants qui viennent dans notre région et qui détruisent entièrement nos plantations de maïs. Donc en fait, on se retrouve sans rien à manger. Et on préfère vendre nos filles en sachant qu'elles auront à minima de meilleures conditions sanitaires et qu'elles auront de quoi manger, plutôt que de les garder chez nous où on n'a aucune capacité de les nourrir. C'est évidemment, ça a extrêmement touché Gloria Steinem. Elle est rentrée aux États-Unis, elle a levé des fonds. Quelques mois plus tard, elle a permis d'installer ces electric fence dans ce village de Zambie, mais aussi dans de nombreux villages à travers le pays. Et quand elle est revenue là-bas, 2 ans plus tard, plus une seule jeune fille n'avait été vendue par rapport aux 17 lors de sa première visite. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Déjà parce que je pense que dans ce type d'histoire, en tout cas pour moi, il y a un peu un marqueur émotionnel qui fait que je m'en souviendrai un petit peu plus longtemps. Et la deuxième chose, c'est de comprendre la force de cette question. Déjà, en la formulant ainsi, vous admettez que vous n'avez pas la réponse et vous donnez du pouvoir à votre interlocuteur. C'est lui le vrai expert du sujet. C'est lui qui va pouvoir apporter une réponse. Le deuxième élément, c'est que en répondant pour vous, il donne une première marque d'engagement. Il fait le premier pas vers une solution trouvée. Donc, quand vous vous trouvez dans une situation difficile, un point de négociation un petit peu bloquant, une discussion dont vous ne trouvez pas forcément l'issue, pensez à cette question magique, what would it take, comme un levier pour finalement faire tomber les dernières barrières et trouver une solution ensemble. Et donc, évidemment, comme dans toute discussion, comme dans toute négociation, le plus tôt vous pourrez connaître votre interlocuteur et ce qu'il veut, qui il est, ce dont il a besoin, et le plus rapidement vous pourrez construire des solutions. Là-dessus, on arrive à la troisième technique, the labeling technique. Alors, est-ce que vous avez déjà reçu un compliment assez inattendu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, moi personnellement, plutôt bien. J'aime plutôt bien recevoir un compliment, surtout quand celui-ci n'est pas du tout attendu. Les gens, de manière générale, aiment quand même plutôt les compliments. Et donc, cette question de labeling, c'est le fait de pouvoir nommer un comportement et donc d'encourager les personnes à atteindre le niveau de ce compliment. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc, on a fait des expérimentations dans des salles de classe. Et donc, on divise la salle de classe en deux. Pour le premier groupe, on va leur dire « You should be neat and tidy ». Donc, vous devriez être un peu plus propre et ordonné. Pour le second groupe, on va leur dire « You are neat and tidy ». Donc, cette fois-ci, on affirme que ces personnes ont ces traits de personnalité, ont ces qualités. Dans le premier groupe, on se rend compte que les élèves vont 2 fois plus faire attention, ranger un petit peu leurs affaires, être ordonnés. Dans le second cas, ils vont être 5 fois plus ordonnés. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que quand on reçoit un compliment, on va tout faire pour arriver à ce trait de compliment. On va faire un effort supplémentaire pour correspondre à cette image qu'on nous donne, à ce reflet de nous-mêmes. Et donc, c'est ça la technique du labeling qui veut dire étiquette. Alors, vous pouvez jouer un petit peu avec le labeling. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle le negative labeling. Et donc là, c'est une marque
de préservatifs qu'on connaît tous, Durex, qui a fait une très bonne campagne publicitaire à ce sujet. Donc, to all those who use our competitors' products, Happy Father's Day. Bon, bah là, c'est vraiment une des techniques négatives labeling. Je n'avais pas du tout envie d'être de pair. Et donc, ça fonctionne aussi plutôt bien. Et une dernière technique, alors que là, moi, j'ai appelé the projective labeling et que je trouve aussi assez intéressante à regarder. Je vais vous donner un exemple que je donnais d'ailleurs dans mon article. Donc là, je vous présente ces deux personnes. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. À cette époque, l'un avait encore des cheveux. Donc, on a Steve Jobs sur votre gauche, donc évidemment fondateur de Apple, et sur la droite, John Sculley, qui était à l'époque CEO de PepsiCo. Et donc, en 1982, ils se sont rencontrés. Steve Jobs, à l'époque, était un jeune entrepreneur de la Silicon Valley, avait commencé à lever un petit peu de fonds, avait un peu de traction, mais était encore très jeune et assez inexpérimenté. Et en fait, son board ne lui faisait pas entièrement confiance. Et c'est pour ça qu'ils lui ont dit, va chercher un CEO d'une grosse boîte, tu nous l'amènes et peut-être qu'on ira plus loin dans l'aventure ensemble. Donc, pendant des mois, littéralement, il va draguer John Sculley. Ils vont se voir toutes les 2 semaines pendant plus de 5 mois et ils vont se rencontrer, échanger, partager et tout simplement, Steve va lui expliquer pourquoi il faudrait absolument qu'il rejoigne l'aventure de Apple. Et donc, à la fin de ces 5 mois, John Sculley, qui a longuement hésité, lui dit « Écoute, tu es un mec brillant, je pense que tu vas aller très loin, mais malheureusement, ce ne sera pas avec moi. Je ne peux pas quitter PepsiCo, j'ai des très bonnes conditions, ça me ferait prendre un risque trop important, je suis désolée. » Et donc là, Steve Jobs était vraiment au pied du mur. Rappelez-vous, il a tout tenté, ça fait 5 mois qu'il négocie. Le salaire, toutes les conditions, il n'avait plus aucune carte. Et donc, ce qu'il a fait, et John Sculley le raconte assez bien dans un TED, il s'est placé face à lui, il l'a regardé dans les yeux et il lui a posé cette question. Il lui a demandé, do you want to sell sugar water for the rest of your life or do you want to come with me and change the world? Et donc, en faisant ça, il utilise ce qu'on appelle le projective labeling. Il lui a permis de se projeter dans une image de lui-même s'il prenait l'un ou l'autre des scénarios. Et donc, en avril 2011, quelques semaines plus tard, John Sculley rejoignait Steve Jobs. Il est devenu donc le CEO de Apple. Et de 1983 à 1993, ils sont passés de 560 millions de chiffre d'affaires à 8,3 milliards. Donc, c'était plutôt une bonne vision de la part de Steve Jobs. Continuons du coup sur la prochaine technique qui s'appelle la technique d'ancrage. Alors, pour la technique d'ancrage, pareil, je vais vous proposer de faire un petit exercice pour vous expliquer ce que c'est. Alors, évidemment, d'habitude, je le fais en présentiel. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas tricher parce que ce serait dommage. Évidemment, on peut tous sortir sa calculatrice. On va essayer de ne pas le faire. De toute façon, vous aurez très peu de temps. Je vais vous donner 5 secondes pour faire un calcul mental. Et donc, pour être un peu plus précise, je ne vais pas vous demander de calculer le résultat. Vous n'aurez pas le temps. Je vais vous demander de faire une estimation. Vous allez avoir une ligne de chiffres et faites une estimation. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez vraiment pas besoin d'être très bon en calcul mental pour pouvoir à peu près vous projeter. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le groupe, un premier groupe, le groupe 1, qui va être, si vos prénoms commencent de A à M, vous faites partie du groupe 1. Si vous êtes de N à Z, le prénom à nouveau, vous êtes dans le groupe 2. Donc, c'est bon, tout le monde est à peu près placé? Alors, s'il vous plaît, on va commencer par le groupe 1. Le groupe 2, je vais vous demander de fermer les yeux. Le groupe 1, si vous êtes prêts, on démarre. Stop, les 5 secondes sont terminées. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous écrivez votre réponse. Vous allez mettre votre réponse, mais pas dans le chat encore. Mettez-la juste sur une feuille et vous nous la partagerez plus tard. Le deuxième groupe, si vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et c'est terminé. Ça va vite, hein, 5 secondes, c'est très rapide. C'est pour ça que je vous ai demandé une estimation. Ok, donc groupe 1, est-ce que vous pouvez nous partager vos estimations sur le chat?
Et s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas triché avec une calculatrice. Alors, on a beaucoup d'estimations, 500, 500, 577 pour Mathilde, 124 pour Alma, 600 000 pardon, pour Jvives, 4 800 pour Isabelle C, 10 000 pour Laura, 420 pour Maëva, 900 000 pour Camille. Voilà pour le 900 pour Juliette. 1 pour Préloft Paris, voire même plus. En fait, il y a beaucoup de zéros. Donc, on a, on a beaucoup de retours sur le groupe 1. Ok, alors merci beaucoup. Le groupe 2, est-ce que vous pouvez nous donner vos estimations? Le groupe 2, c'est votre tour pour donner vos estimations. Alors, Valérie nous propose 350. Le groupe 2, on attend vos retours. Le groupe A a été très... Alors, il nous propose 500, aux alentours de 500. Olivia, 550. J'attends les retours du groupe 2, qui peut être... 800, 990. Ok. Bon, si vous voulez, je vais pas laisser trop d'incertitudes. Alors, Je vais vous et donner... juste avant que tu donnes la réponse, juste un petit point, on a vu apparaître plusieurs messages concernant l'anglais. Donc effectivement, la conférence est en anglais, mais oui, l'idée c'est que Aviva traduise toutes les phrases. Donc voilà, on nous a fait un retour là-dessus. Donc n'hésite pas, Aviva, à traduire toutes les phrases qui sont affichées pour nos participants. Voilà, Ça marche, pas de souci, bien sûr. on attend la réponse. Ok, on attend la réponse. Donc, je vais vous la donner tout de suite. Alors, donc, voici la réponse du calcul. Attendez, hop, excusez-moi, c'est un petit peu allé vite. Donc, c'est 40 320. Et alors, ce qui est intéressant, et donc je vous donne des chiffres qui sont tirés de pas mal d'exemples qu'on a pu mener avec différents groupes. Et vous donner un peu la médiane. Donc, le résultat médian du premier groupe, généralement, est autour de 512. Le deuxième groupe, c'est plutôt autour de 2250. Donc là, dans ce que j'ai vu, je trouve que c'est un petit peu difficile de le confirmer. On a eu un peu des mix dans les deux groupes, mais c'est pour vous donner un peu l'idée et le principe. Pourquoi on a cette différence de chiffre médian entre le groupe 1 et le groupe 2? Et en fait, c'est la manière dont les séquences sont présentées. Donc, le groupe 1 a une séquence 1 x 2 x 3 x 4 x 5. Le groupe 2 a eu la séquence inverse, 8 x 7 x 6 x 5 x 4. Donc, en fait, dans le cas où vous avez une séquence ascending, donc qui augmente, qui commence par un plus petit chiffre, vous vous rendez compte que le résultat, votre estimation, va être en moyenne inférieure à une séquence qui est descending, donc descendante, où votre premier chiffre va être plus élevé. Donc, ce qui se passe, c'est que votre ancrage va se situer sur le premier chiffre de la séquence. Et c'est pour ça que le résultat va être influencé par rapport à ce qui a été votre ancrage. Et donc, cette expérience qui a été menée par Kahneman et Tversky, ce qu'elle montre, c'est que les gens s'appuient sur la donnée initiale pour faire des estimations, même si ça peut entraîner une erreur de jugement. Donc, cette technique de point d'ancrage, vous pouvez l'imaginer, est très utilisée dans des points de négociation. Et donc, l'idée derrière, c'est de toujours demander pour quelque chose de plus élevé et ensuite demander quelque chose d'inférieur. C'est un principe assez classique de négociation, mais toujours à garder en tête parce que ça vient, en fait, c'est réellement un biais cognitif et ça y a une différence de perception en fonction de ce que vous allez présenter comme chiffre. Et donc, un exemple aussi hyper parlant, et c'est d'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer, très utilisé dans la publicité. Vous voyez cette chemise, elle était à 1000 $, il y a 75% de réduction, elle n'est plus qu'à 250 $. Waouh, je fais quand même une super affaire. Maintenant, si vous aviez vu cette chemise avec écrit uniquement 250 $, est-ce que j'ai envie de mettre 250 $ sur une chemise? Bon, je ne sais pas, c'est un petit peu moins convaincant. Donc, c'est une technique qui est largement utilisée.
Merci beaucoup d'avoir participé au jeu avec nous. La 5e technique maintenant et la dernière que je vais vous présenter et qui est aussi une de mes préférées s'appelle The Moment of Truth. Donc, c'est le moment de vérité. Comment prend-on une décision? Par quel process va-t-on prendre une décision? Alors, je vais vous proposer de prendre un exemple. Prenons la personne qui gagne sa vie en prenant des décisions qui sont censées être justes et impartiales, donc un juge. Maintenant, on va lui donner une décision qui va être faite de manière communale, donc la commission des libérations conditionnelles, et les juges doivent rendre chaque jour entre 14 à 35 décisions. En gros, c'est oui ou non pour une libération conditionnelle. Donc, en fait, tu as deux choix. Soit elle accorde au prisonnier cette libération ou elle la refuse. Et donc, c'est des chercheurs israéliens qui ont mené des études avec une cinquantaine de groupes de juges à travers le monde. Et ce qu'ils ont trouvé est presque assez gênant, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer ce qu'ils ont compris. Donc, leur question qu'ils ont posée au moment de cette étude, c'est qu'est-ce qui va être le facteur déterminant sur l'approbation ou non d'un juge par rapport à la requête du prisonnier. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc, si vous regardez ces lignes de graphique, elles représentent le pourcentage de décisions favorables prises au cours d'une journée. Donc, les points les plus élevés indiquent les pourcentages les plus élevés. À l'extrême gauche, vous voyez, c'est au début de la journée du juge. Et donc, il va accorder 75% des demandes des détenus. Et puis, au fur et à mesure de la journée, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Quand vous regardez les 25%, au moment où ça chute, ça correspond à la pause déjeuner. Ensuite, hop, ça remonte à 70%. Et à nouveau, au fur et à mesure de la journée, ça descend, pour remonter après le dîner et redescendre de manière drastique après. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Que se passe-t-il en fait quand ils reviennent de leur pause déjeuner? En fait, ce qu'on se rend compte quand on regarde précisément les comportements, c'est que après le déjeuner, les juges ont tendance à donner plus la parole aux prisonniers, à leur laisser plus de temps de s'exprimer pour plaider en leur faveur. Cet exemple, il est je le trouve assez parlant et assez marrant, et ça me faisait penser à ce que Voltaire disait. On est toujours le mieux disposé quand l'estomac est plein, fulfilled. Et donc, en fait, peut-être que inconsciemment, quand vous devez négocier avec un partenaire, avec un investisseur, quand vous avez une décision un peu compliquée, une demande, une requête, vous allez peut-être inviter cette personne à déjeuner parce qu'inconsciemment, vous vous dites que le ventre plein, vous aurez peut-être plus de chances d'obtenir une réponse positive et vous auriez peut-être raison. Et donc, le message de cette technique et de cet exemple, c'est que les gens, il faut toujours réfléchir quand vous allez faire une requête à la demander quand ils seront le plus réceptifs. Donc, cet exemple est un peu rigolo avec les juges et la question des repas, mais il y a plein d'autres moments où on va être plus réceptif. Imaginez que vous souhaitez, je ne sais pas, envoyer une de vos collaboratrices pour une mission de 6 mois en Inde. Quand lui demandez, peut-être que vous allez lui demander dans des meilleures dispositions, donc elle rentre tout juste de vacances ou elle vient d'avoir une augmentation. Donc, quel sera pour vous le meilleur moment où la personne sera enclin à vous dire oui? Comme vous pouvez l'imaginer, encore une fois, sur tout ce qui est technique d'influence, le monde de la publicité n'est pas en reste. Et donc, je vais vous partager une petite vidéo, un petit exemple aussi de technique et sur à quoi correspond the moment of truth, donc le moment de vérité.
Alors voilà une petite vidéo que je trouve assez marrant. Donc là-dessus, en fait, ce que vous pouvez voir est… Aviva, je me permets juste d'intervenir 2 minutes. On est très nombreux, on est quasiment 100, donc je pense que comme moi, peut-être certaines personnes n'ont pas pu voir toute la vidéo parce que ça sautait à certains moments. Donc peut-être que tu peux juste nous décrire. Oui, oui, on est très très nombreux, donc je pense qu'effectivement, on avait une bande passante un peu limitée, donc n'hésite pas à nous décrire un petit peu très rapidement la vidéo et on renverra le lien de toute façon si besoin. Ok, bien sûr. Voilà. Ok, bah, très bien. Merci de le remarquer. Donc, la vidéo, en fait, qu'elle vous montre, c'est une compagnie de vol aux Philippines, une airline, qui fait de la publicité sur Hong Kong. Et donc, ils ont cherché à capter quel était le moment où, en tant que Hongkongais, tu aurais le plus envie de partir en vacances et de booker ton ticket pour aller vers une destination ensoleillée. Et donc, ils ont commencé leur campagne au meilleur moment, au moment de la mousson, donc forte pluie. Et donc, dans la vidéo, vous voyez du coup des citoyens de Hong Kong qui ont leur parapluie, qui se baladent dans la rue, qui sont évidemment la tête vers le bas, la tête baissée, en train de se protéger. Et en fait, ce que la compagnie a fait, c'est qu'ils ont mis au niveau du sol des marqueurs avec un produit étanche, en fait, ce qui permet vous savez, les codes, les petits codes barres, vous les prenez en photo, ils vont directement vous amener vers un lien, vers une publicité. Et donc, en fait, ils ont mis à la bombe étanche ces codes barres, ce qui fait que quand il pleut, la seule chose que vous voyez ça apparaît réellement sur le sol, ce petit code barre. Et donc, ce qui reste à faire, c'est prendre ton portable, faire une photo, et là, tu es directement en lien avec le site de la compagnie qui te dit « Ah, vous avez 25% de promotion pour partir au soleil aux Philippines. » Et donc ici, le moment of truth, vraiment le moment de vérité, c'est on est sous la pluie, évidemment qu'on a envie de partir au soleil. Voilà un petit peu pour résumer l'histoire de la vidéo. Et merci, c'est un QR code. Je cherchais le… Merci Clara. Voilà en quelques mots la vidéo. Et puis on va de toute façon vous la renvoyer. Vous pourrez la regarder vous-même et la découvrir. Très bien. Donc, et puis d'ailleurs, une dernière chose qui a, je pense, très bien marché sur cette campagne de pub, c'est évidemment c'est l'élément de surprise et le fait que l'action était très facile à faire. Moins vous avez de barrières, plus l'expérience utilisateur est simple et rapide, et plus vous avez de chances de convertir évidemment les personnes en clients. Très bien, donc comme on arrive vers la fin de cette présentation, j'ai encore 5 petites minutes à vous présenter. Je vais juste vous demander, est-ce que vous avez retenu les 5 techniques d'influence et est-ce que vous pouvez peut-être me les marquer pour voir si ça me permettra aussi de voir peut-être celles qui vous ont le plus marqué par rapport aux autres. Est-ce que vous vous souvenez des 5 techniques? Alors, Elisabeth, Mathilde et Laura ont retenu la technique de demander, qui a été, il me semble, la première technique que tu as évoquée. Julie se rappelle de presque tout, puisqu'elle nous a tout écrit. Donc beaucoup de messages. Effectivement, le labeling ressort aussi. L'estomac a très bien marché pour Valérie. La technique d'ancrage pour Alma, l'étiquette pour Laura. Rose se rappelle de la demande, du labeling et du moment of truth.
Elisabeth, tenter gros pour avoir petit. Alma également, le meilleur moment pour faire sa demande, l'ancrage. Donc, je crois que toutes les techniques ont été retenues Super. Ouais, avec effectivement quelques focus. Donc, super. j'ai tout vu apparaître. Je vous les remets juste là. Donc, effectivement, demander, qui est un peu ma technique zéro, qui est vraiment la première chose à faire. Ensuite, la magic question. Donc, avec ce petit marqueur émotionnel autour de l'histoire sur la Zambie, la technique de labeling, donc l'étiquette, l'ancrage, donc le calcul mental, et the moment of truth avec les juges. Donc super. Donc pour terminer, ce qui me semble aussi assez essentiel de rappeler sur la question de l'influence, c'est que en fait derrière ces techniques, et des techniques vous en trouverez d'autres. Moi je vous ai présenté des techniques que je trouve assez parlantes, que je trouve aussi faciles d'adopter, qui en tout cas dans mon quotidien ont beaucoup de sens et qui vont pouvoir être vraiment mises en œuvre. Mais évidemment, derrière cette technique, il y a vous. Il y a vous en tant que personne, en tant que leader. Et donc, c'est essentiel, avant même de parler de technique d'influence, de se regarder, de aussi pouvoir comprendre est-ce que j'ai les qualités de leader nécessaires pour pouvoir renforcer mon influence auprès des gens et faire en sorte, du coup, d'atteindre mes objectifs et de pouvoir amener ces personnes à vous soutenir. Et donc, je voulais juste rappeler, avant de vous quitter, ce qui sont pour moi vraiment des fundamental skills, donc des qualités absolument essentielles pour n'importe quel grand leader. La première, c'est de savoir construire un certain niveau, un environnement de confiance avec les gens. Et donc, comment vous faites ça? Il y a 4 éléments, j'appelle ça SIRI. SIRI, c'est Capabilities, Integrity, Results et Intent. Donc, Capabilities, c'est réellement vos capacités, c'est votre outil, vos outils, vos forces pour réussir à réussir votre job, à atteindre vos objectifs. L'intégrité, c'est votre honnêteté, c'est votre capacité à être honnête auprès de vos collaborateurs. Les results, c'est vraiment votre track record. Ça va aussi apporter un certain niveau un degré de confiance dans la relation. C'est ce que vous avez réussi à faire dans le passé et que vous allez pouvoir revendre dans le présent. Intent, très important, c'est de faire ce que vous annoncez. Donc, c'est get done what you say you will do. Si vous avez annoncé que à la fin de l'année, tous vos salariés auront une augmentation de 5%, faites-le. Si vous ne faites pas, vous perdez un niveau de crédibilité, donc de confiance dans la relation. Donc, Siri, c'est un peu un petit moyen mnémotechnique pour retenir les éléments clés de la confiance. Ensuite, il y a ce qui est l'active listening, donc l'écoute active. Certains aussi appellent ça, pour aller une étape d'après, c'est le radical listening. Et donc, quelques peut-être éléments clés de ce que c'est l'écoute active, c'est déjà d'aborder chaque conversation dans le but d'apprendre quelque chose, donc avec cette ouverture d'esprit. Concentrez-vous attentivement sur l'orateur, donc écoutez le sens total de l'échange. Essayez un maximum d'ouvrir et de guider la conversation avec des questions larges, des questions qui restent ouvertes, allez explorer les détails. Et aussi, ce qui peut être très utile quand vous pratiquez l'écoute active, c'est de résumer ce que vous entendez et de poser des questions pour vérifier votre compréhension. Donc, si j'ai bien compris ce que tu me dis, Ça, c'est vraiment des pratiques très, très utiles et que vous pouvez utiliser quand vous avez un rendez-vous client avec vos partenaires. Et donc, je vous encourage vraiment à étudier un petit peu la question de l'écoute active. Vous avez fait plein d'articles là-dessus, des TED hyper intéressants. Pour moi, ça fait partie des fundamental skills. Être authentique. Être authentique, moi, à l'image, je la montre souvent dans ces ateliers, c'est Serena Williams, qui pour moi un très beau rôle modèle autour de la question de l'authenticité. Donc, c'est la façon la plus simple de cultiver la confiance, d'être ouvert et honnête, quoi qu'il arrive. Les gens, des fois, n'aimeront pas ça, mais c'est vraiment ce qui vous fera gagner en confiance et en crédibilité. Donc, exprimez vos opinions,
divulguer certaines appréhensions que vous avez, gardez aucun secret. Et c'est vraiment l'authenticité, c'est aussi simple que ça. L'avant-dernier, c'est la culture de la réciprocité. Et donc, vous avez la culture de la réciprocité, c'est pouvoir, c'est la notion de give back, donc de pouvoir donner en retour et de ne pas être uniquement dans un mode de pensée de qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux avoir, mais aussi qu'est-ce que je peux donner. Donner en retour ou donner tout simplement. Et le dernier élément, c'est l'agilité, la flexibilité. Je crois qu'on est dans un contexte qui est une très, très belle illustration de l'importance de l'agilité. On avait tous nos plans, on avait tous notre rétro-planning en tête, hyper bien, hyper cadré. Et en fait, on a un élément extérieur que personne ne pouvait prédire et qui nous tombe dessus et qui nous demande une agilité comme on n'a sûrement peut-être jamais eu l'occasion réellement de mettre en place. Et voilà, donc la question de la flexibilité est extrêmement importante pour n'importe quel bon leader. Et bien voilà, je vais arrêter là-dessus. Et je vous remercie énormément pour votre attention et pour votre participation. Et bien sûr, on peut garder un peu de temps pour des questions. Julie, je te laisse la main. Alors, effectivement, ouais, super, parce qu'on a déjà des questions. Alors, on avait une première question, notamment, certaines personnes reviennent un petit peu sur la question magique. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de formulation sur la question magique en français? Ouais, mais c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que la formulation américaine et en anglais, je la trouve un petit peu plus poignante, du what would it take, mais en fait, en français, la traduction littérale, c'est qu'est-ce qu'il faudrait. Donc, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui, si on reprend par exemple, il y a une autre ONG de temps en temps, une ONG canadienne qui étudiait le sujet de la déforestation. Et donc, en fait, se rendait compte que les communautés locales continuaient à couper le bois même sur des zones réservées. Et donc, ils sont allés les rencontrer et leur ont demandé qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que vous arrêtiez de consommer et de défricher ces forêts. Donc, c'est un exemple de ces questions. Et là, la réponse qui en fait qui était complètement en lien avec leurs propres conditions et le fait que c'est leur seule manière aujourd'hui de se nourrir et de pouvoir vivre de manière à peu près normalement. Donc, c'était leur seule source de revenus. Donc l'ONG a pris en charge cette question et je pourrais vous mettre des liens pour regarder un petit peu leur travail. Mais voilà, c'est vraiment que faudrait-il mettre en place pour arriver à… Ok, super. On a aussi Émilie qui nous propose de traduire cette question par de quoi avez-vous besoin? Donc, ça peut aussi être une alternative à ça. Donc, on a d'autres questions qui sont arrivées. Vives, donc Vives, nous demande si finalement être authentique jusqu'à dévoiler ses craintes, est-ce que ce n'est pas aussi un risque puisque quelqu'un peut s'en servir pour nous fragiliser? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu peux nous faire un petit retour rapide là-dessus parce qu'on a aussi d'autres questions qui sont arrivées. Bah, évidemment, c'est toujours un exercice assez difficile et pas forcément naturel de se dévoiler. Vous prenez un certain risque, vous montrez des choses qui peuvent être aussi personnelles. Mon instinct, c'est de dire qu'il y aura toujours des gens, s'ils veulent vous nuire, ils trouveront toujours des choses à utiliser pour le faire. Que vous dévoiliez plus ou moins, ils pourront, s'ils le souhaitent, toujours trouver des choses pour t'embêter. Donc, moi, j'ai tendance à dire que je préfère montrer mes faiblesses parce que d'une certaine manière, les gens seront en capacité de voir comment ils peuvent venir les compléter, comment ils peuvent vous aider. Plus ils connaîtront vos forces et vos faiblesses, plus ils sauront aussi ce qu'ils doivent apporter au projet pour vous permettre de réaliser les objectifs. Donc, ma recommandation serait vraiment d'être un maximum transparente. Et encore une fois, je pense que ce qui sera utile, c'est de s'entourer un maximum de gens bienveillants qui ne viendront pas justement appuyer sur ces faiblesses, mais au contraire, vous aider à vous renforcer. J'espère que ça répond à la question. Super.
juive. Si jamais ça ne répond pas, on peut de toute façon, en reparler. Donc j'ai beaucoup de questions, on pourra peut-être pas toutes les prendre malheureusement. Alma nous demande de répéter un petit peu ce que tu avais dit au début de ta présentation sur les techniques, dont tu vas parler sont basées sur quelque chose de social. Est-ce que ça te parle? Je pense que peut-être que c'était sur les biais cognitifs ou, les sciences sociales peut-être? Behavioral sciences, oui, c'est vraiment en fait, c'est les sciences, Peut-être. c'est vraiment des techniques où il y a eu énormément d'études qui ont été faites et donc en fait, ces études, elles ont été, menées par des chercheurs autour des sciences comportementales et donc effectivement, c'est très lié à la notion du fonctionnement de notre cerveau. C'est très lié à la question de nos propres biais cognitifs et de raccourcis que notre cerveau va faire parce qu'il utilise et se repose beaucoup sur le système 1. Et donc, la raison pour laquelle ces techniques sont efficaces, c'est qu'elles vont aller chercher ce système 1. Elles ne vont pas aller chercher le système 2 qui est la réflexion. Et rappelez-vous, par exemple, le calcul mental, notre biais qui est l'ancrage, donc qui va vous permettre, et j'ai vu qu'il y avait une étude ascendant-descendant, il faudrait que je revoie ma slide, Oui, effectivement. merci de l'avoir noté, mais effectivement, votre cerveau va se fixer sur un chiffre. Et donc, en fait, s'il était entièrement rationnel et objectif, il ne le ferait pas. Mais de fait, on est constitué comme ça parce qu'on se sert énormément du système 1, parce que notre cerveau, de base, est quand même assez paresseux. Donc, voilà pourquoi ces techniques vont être efficaces. Super. Bah, Alma nous dit que c'est exactement c'était ça et c'est parfait comme réponse. Donc effectivement, il y avait eu des questions sur l'ascendance et la descendance, sur cette partie-là, où tu avais, présenté tes slides. Donc peut-être juste pour rappeler, pour clarifier très rapidement, la différence et comment est-ce que ça a fonctionné? Donc en fait, l'idée, c'est que quand vous avez une séquence de chiffres qui va du chiffre dans une manière décroissante, donc 8, 7, 6, 5, 4, votre ancrage sera le 8, sera le chiffre le plus élevé. Et si vous avez fait l'exercice sur une série croissante, donc de 1, 2, 3, 4, 5, votre ancrage va se positionner sur le premier chiffre qui est le numéro 1. Et donc, si vous êtes sur le numéro 1, votre estimation a tendance à être plus faible que les gens qui ont commencé la série par un chiffre plus élevé, où là, les estimations sont en moyenne plus élevées. Voilà le fonctionnement. Super. Une question aussi de Mathilde, que je trouve, intéressante. Dans quelle mesure pouvons-nous mettre, en place ces techniques à l'écrit, notamment dans des lettres de motivation? Est-ce que pour toi, effectivement, les techniques, influencitives, dont tu parlais, peuvent être des choses qui peuvent être appliquées à l'écrit? Et dans quelle mesure, si c'est le cas? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que les techniques d'influence, généralement, vont être beaucoup plus efficaces à l'oral. Pourquoi? Parce que vous avez en fait, vous créez un certain environnement de confiance avec la personne. C'est pour ça que je parlais aussi de ces qualités de leadership qui sont importantes pour que aussi cette technique soit efficace. Et surtout parce que vous ne laissez pas nécessairement la personne en face de vous, vous êtes dans une discussion, dans un échange, donc n'aura pas nécessairement le temps d'aller étudier son système 2 pour collecter toutes les datas, toutes les informations pour lui permettre de prendre la bonne décision. Donc ça, à l'écrit, vous perdez cette instantanéité, vous perdez l'instantanéité de l'échange. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être utilisé. C'est une bonne question. Je pense que quand je regarde, par exemple, les techniques du moment of truth, donc le bon moment, vous pourriez très bien vous dire que juste dans la forme, vous allez envoyer cette lettre écrite au bon moment pour l'interlocuteur. Mais c'est vrai que je pense que les techniques d'écrit, c'est un petit peu plus compliqué de le mettre en branle parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus efficaces en direct. Mais pour autant, je pense que la question de l'ancrage et du chiffre, donc demander un chiffre élevé pour ensuite pouvoir, dans la négociation, redescendre, c'est des choses qui peuvent très certainement se faire aussi facilement à l'écrit. OK, super. On va prendre 2 dernières questions parce qu'après il est 13h05 et je pense que, on a encore beaucoup de questions finalement. Bon, on va en prendre d'autres. Une question de Atina, comment convaincre les profils de personnes qui ne sont pas du tout dans l'émotionnel, effectivement, qui ont zéro émotion sur le visage et qui sont très, très, très rationnelles? Et est-ce que tu as des tips, pour, nous aider, effectivement à convaincre ce type de personnes? Mmh. Donc on connaît un peu tous qui ont le visage un peu fermé peut-être?
Mhm. Mais je pense qu'il y a là-dessus, sur la question des techniques, je pense qu'il y a une différence entre euh, être un être qui est dans l'émotionnel, donc qui va montrer effectivement beaucoup ses émotions ou pas. Pour moi, euh, en fait, ça ne va pas changer l'efficacité de votre technique. Ce qui va changer, c'est que vous n'aurez pas un niveau de lecture supplémentaire qui va être le faciès. Et c'est vrai que le faciès, ça vous permet de décoder certaines choses, ça vous permet de comprendre si vous êtes plutôt sur le bon chemin ou pas, ça vous permet de percer un peu mieux à jour votre interlocuteur. Euh, S'il ne le fait pas, et c'est ce que je disais dans une des slides, votre meilleur atout, c'est de très rapidement comprendre le why. Qu'est-ce que votre interlocuteur recherche? Quels sont ses besoins? D'où il vient aussi. Plus vous connaîtrez votre interlocuteur, plus vous aurez une capacité d'ajuster votre réponse. Donc là-dessus, je pense que si l'émotionnel ne sera pas une grille de lecture pour vous, concentrez-vous sur le contenu et réellement faites pratiquer l'écoute active et essayez d'aller déceler qu'est-ce qui va être le point déclencheur et le besoin réel, parce qu'il y a le besoin qu'on exprime et il y a le besoin réel de votre interlocuteur. Et là, ce serait peut-être mon meilleur conseil. Super. On a une autre question de Rose qui demande comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre entre le côté authentique et spontané et du coup le moment de vérité qui est plutôt un moment adapté. Parce que c'est vrai qu'effectivement, ces deux choses peuvent ne pas forcément correspondre, le côté être très spontané et en même temps chercher le moment de vérité. Oui, tout à fait. Bah, c'est un bon point. Effectivement, le moment of truth, l'idée, c'est de pouvoir le planifier un petit peu en avance. Je vous donnais l'exemple d'attendre que votre collègue rentre de congé ou qu'il vienne d'avoir une promotion. Le moment of truth demande un peu d'études et demande de comprendre un contexte et de se positionner par rapport à ce contexte. Si je suis un prisonnier et que j'ai le choix, eh ben, je préfère passer le matin juste après le petit déjeuner ou après le repas plutôt que juste avant. Je pense que c'est du coup c'est deux choses un petit peu différentes. Évidemment que l'authenticité est absolument essentielle dans vos échanges. Par contre, si vous voulez utiliser bien cette technique et mettre toutes les chances de votre côté, elle nécessite forcément un petit peu de réflexion en amont pour comprendre quels seront les meilleurs timings. Ok, super. Et peut-être dernière question. Il me semble que c'était Camille qui nous disait, est-ce que finalement les techniques 1 et 2 ne se confondent pas? À savoir la question de demander, juste demander, et la question magique. Ben, en fait, la technique de demander, elle est très généraliste. C'est pour moi beaucoup plus une intention. Euh, Comme je vous le disais, j'ai vu énormément auprès des entrepreneurs que j'ai pu accompagner, mais même de manière générale, même dans mon environnement personnel, que les gens souvent n'osent pas demander parce qu'ils se disent, il y a quand même de grandes chances qu'on me dise non. Mais en fait, si on n'a pas cette première intention et ce premier acte, on se coupe d'énormément d'opportunités et surtout des barrières assez inutiles. Vraiment, on érige nos propres barrières. Donc, en fait, pour moi, je suis même pas sûre que j'appellerais ça une technique. Le fait de demander, pour moi, c'est le stade zéro quand vous voulez atteindre un objectif, c'est de poser la question. The magic question, elle va un petit peu plus loin parce que vous êtes déjà dans une phase où vous êtes c'est un contexte particulier, vous êtes peut-être dans un moment un petit peu bloquant d'une négociation, et donc vous allez, en fait, elle va vous permettre peut-être de débloquer les dernières barrières que va avoir votre interlocuteur. Donc on passe de quelque chose où vous avez vos propres barrières, et là on parle réellement de celles liées à votre interlocuteur. Donc ce serait peut-être la différence principale. Ça marche. Et donc, dernière question, parce qu'il est 13h10 et je pense que justement, quand on parle d'estomac, tout le monde va commencer à avoir faim. Mais une question d'Alma, notamment, qui demande finalement, est-ce que le fait de profiter du fait que l'autre n'a pas le temps de réfléchir, est-ce que ce n'est pas une forme de manipulation? Et donc, on revient un petit peu à cette différence entre la manipulation et l'influence positive. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu d'éléments, nous donner un peu d'éléments là-dessus? Ouais, merci Alma pour ta question. En fait, rappelez-vous que la manipulation, l'idée derrière, c'est que vous allez vous souhaitez réussir vos objectifs et que souvent, ça va être fait de manière déloyale
et surtout que ce ne sera pas dans l'intérêt commun, ce sera dans votre unique intérêt et pas dans celui de votre interlocuteur. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, le sujet, c'est l'intention qu'il y a derrière, l'intention que tu vas y mettre. Donc, évidemment, il faut bien réussir à maîtriser les échanges pour pouvoir réussir à mener une conversation, réussir à comprendre quel est le meilleur moment pour te positionner, connaître quelques techniques. Mais l'intention derrière, c'est bien de profiter aux deux parties et pas uniquement le tien. Et donc, en fait, c'est là que réside la différence entre l'influence et la manipulation. C'est réellement à qui, euh, à qui cela va servir. Donc, ça dépendra de l'intention que tu mets derrière. Super. Elle nous dit que c'est très clair, donc super. Je pense qu'on a pris l'ensemble des questions et Amandine te remercie aussi pour ce partage. Donc, il est 13h12, donc ça fait bientôt plus d'une heure qu'on est ensemble. En tout cas, merci beaucoup à Viva et merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Juste pour information, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on était 100 personnes, donc c'est super de voir que le sujet vous a beaucoup plu et que vous étiez aussi nombreux et en plus actifs. Vraiment un grand plaisir. C'était vraiment super de vous avoir tous aujourd'hui. Sachez que vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube parce qu'il y avait effectivement beaucoup de contenu. Avia vous a donné beaucoup d'exemples concrets, d'exercices, donc vous pourrez les retrouver directement grâce à la vidéo. Au-delà de ça, donc ce webinaire, comme je l'ai dit au début, fait partie d'une programmation d'événements qu'on propose et qu'on organise sur des thématiques très variées, des formats variés. Donc, je vous mets le lien de la programmation dans le chat. Abiva, est-ce que tu veux peut-être dire aussi peut-être un petit mot parce que tout le monde te remercie dans le chat, donc je pense que ça a beaucoup plu. Super, je suis ravie. J'espère, en fait, on a été limité à 100, donc j'espère qu'on aura d'autres occasions de refaire ce webinaire. J'espère même le faire en live parce que honnêtement, je suis beaucoup plus à l'aise quand je vois des visages en face de moi. Qui peut prendre vos questions en live. Et ce que je vous disais, c'est qu'on pourra faire peut-être une autre thématique si vous voulez se concentrer un peu plus sur la question des qualités de leader. Ce que je vous ai présenté en fait en une slide, c'est aussi un atelier. Donc, si ça vous intéresse, avec plaisir pour en faire un second atelier avec tout le monde. Et d'ailleurs, pour qu'on puisse organiser ce genre de choses et avoir vos retours, n'hésitez pas à nous communiquer vos retours sur nos réseaux sociaux, parce qu'on est présent sur Instagram, sur LinkedIn, on a aussi un site internet et sur Facebook. Et en fait, tous vos retours nous permettent déjà de mieux comprendre ce que vous avez apprécié, les thématiques que vous voudriez est-ce que, par exemple, vous aimeriez effectivement approfondir les qualités de leader, et c'est le cas pour Camille. Et donc, le mieux pour qu'on puisse nous s'organiser et répondre à vos attentes et à vos besoins, c'est directement de nous le dire sur nos réseaux sociaux, de rebondir sur nos publications, de les commenter et puis bien évidemment de partager, hein, parce que l'idée, c'est effectivement que tous ces contenus et toutes ces techniques puissent profiter au plus grand nombre. Donc voilà, on vous enverra toutes les informations de toute façon. On espère que ça vous a plu. Et donc, peut-être aussi d'autres rendez-vous qu'on peut prendre ensemble via notre programmation. La semaine prochaine, on a 2 événements qui sont déjà prévus. Un premier le mercredi soir, donc à 18h, donc le mercredi 29 avec un She Talks. Donc cette fois-ci, on va faire une conférence avec une personne extérieure qui est Chantal, qui est la fondatrice du réseau Montmartre. Le réseau Montmartre, c'est une entreprise sociale qui propose des modes de garde pour les enfants via notamment l'art et les pratiques artistiques. Donc, c'est une super initiative qui a développé des lieux de vie et des lieux de quartier. Et bien évidemment, Montmartre, comme beaucoup d'entreprises, a dû revoir beaucoup de choses et re-questionne son engagement. Donc, ça promet d'être un très bel échange. Donc, vous pourrez vous inscrire pour cette conférence mercredi prochain à 18h. Et on a également un atelier qui a lieu le jeudi, le lendemain, donc le jeudi 30 avril, sur plutôt pour apprendre cette fois-ci à manipuler un outil du design thinking qui est la carte d'empathie et qui rentre directement en lien avec la conférence d'Aviva et d'autres articles qu'on va publier. Donc, on va vous proposer plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre programmation parce qu'elle est constamment mise à jour, à nous faire vos retours et on vous remercie vivement et chaudement et chaleureusement pour votre positivité, votre participation. C'était vraiment super.
Merci beaucoup à tous. C'était vraiment un très Et bon donc à très bientôt et puis un très bon vendredi après-midi.